Bonsoir mesdames et messieurs. Aujourd'hui, à la tribune du Parlement populaire, nous recevons pour vous Monsieur Mahabe Mwanimi Serge. Monsieur Mahabe, vous êtes chercheur et expert en finances publiques et passation des marchés publics, diplômé en droit, diplômé en économie et diplômé en sciences politiques. Vous êtes co-auteur du livre Le Prince de Machiavel, quelles leçons pour la gouvernance publique aujourd'hui, paru en 2020. Vous venez d'écrire vous-même un livre sur le droit et l'économie des finances publiques en RDC, dont nous allons parler tout à l'heure. C'est bien cela. Monsieur Mahabe, bonsoir. Bonsoir. Avant toute chose, promettez-nous de faire un usage large mais responsable de votre liberté d'expression. Pour cela, je vous invite à répéter après moi, la main sur le cœur, je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir accepté de passer sous l'épreuve de la tribune du Parlement populaire. D'entrée de jeu, moi j'aimerais vous demander, est-ce que vous pourrez nous dire comment se portent les finances publiques congolaises aujourd'hui? Merci beaucoup madame pour l'invitation. Les finances publiques sont à l'image de ce que sont les institutions d'un pays. Et inversement d'ailleurs, les institutions d'un pays reflètent souvent la qualité des finances publiques. Et comme vous pouvez le constater, le pays a traversé une très longue période d'instabilité. On peut donc inférer que ces finances publiques se portent très mal. Mais il faut commencer par dire que les finances publiques sont à la base de la création des États. L'État moderne est né de la crise des finances publiques. La Révolution française, la Révolution anglaise, ces deux révolutions ont eu pour cause la crise des finances publiques, notamment la crise de l'impôt. Ce détour par l'histoire n'est pas qu'une curiosité d'un chercheur. Ce détour nous permet donc de comprendre qu'il y a un lien inextricable entre les finances publiques et la qualité du leadership et de la bonne gouvernance. Sans un leadership de qualité, sans la bonne gouvernance, les finances publiques ne peuvent que se porter très mal. Cela rappelé en introduction, donc c'est un liminaire que j'ai essayé de donner là. On peut entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne les finances publiques congolaises. Elles se portent mal, et je dis tout à l'heure, pourquoi elles se portent mal? Parce qu'elles sont prises en tenaille par deux faisceaux de causes. D'une part des causes conjoncturelles et d'autre part des causes structurelles. D'abord, commençons par les causes conjoncturelles. Les finances publiques sont chaotiques parce que, vous le savez bien, depuis bientôt une année et demie, l'humanité tout entière fait face à une crise, une pandémie, la Covid-19, comme on l'a nommé, qui a eu un impact significatif sur les économies du monde. Et de la nôtre, de manière particulière, a subi les contre-coups de cette pandémie. Pour prendre quelques indicateurs de base, du fait de la pandémie du Covid-19, l'économie congolaise est entrée dans une phase de récession. Donc, elle est dans une phase récessive. Pourquoi? C'est-à-dire qu'elle est en recul. Un recul de moins 1,7%, à peu près, 1,8%, alors qu'au départ, le gouvernement projetait un taux de croissance de 5,8%. Ça vous donne une mesure de grandeur de ce que sont les finances publiques du fait de cette crise. Mais un autre indicateur qui peut aussi nous orienter, c'est que les recettes publiques ont baissé de l'ordre de plus ou moins 4%, de près de 4%, lorsqu'on les compare au PIB. Ça veut dire que la part des recettes de l'État dans le PIB ont diminué de plus ou moins 4% de 2019 à 2020, du fait toujours de la même crise. On peut prendre encore d'autres indicateurs qui révèlent que les finances publiques sont prises dans un tournant de recul, de déstabilisation du fait de la crise de la pandémie du Covid-19. Mais on peut en prendre encore une autre cause conjoncturelle, c'est l'instabilité à l'Est, comme vous le savez sans doute. La guerre de l'Est éponge, englobe beaucoup de recettes qui auraient dû être affectées pour d'autres choses, mais elles sont en ce moment affectées pour faire face à la guerre qui nous est imposée par ces milices terroristes. Mais il y a aussi des causes structurelles. Ces causes sont notamment le manque d'infrastructures, le chômage, et même notre économie qui est extravertie. De plus en plus, nous produisons, mais tout ce que nous produisons, en réalité, nous produisons une économie entière, une économie de la cueillette, nous produisons des minerais qui sont exportés. Et donc, toutes ces raisons conjoncturelles et structurelles font que les finances publiques se portent très mal à ces jours. Et donc, l'économie du pays
impact sur les finances publiques, la politique aussi impact sur la qualité des finances publiques. Et concernant les dépenses de l'État, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Très bien, c'est une bonne question. Les finances publiques sont donc essentiellement les dépenses et les recettes que l'État effectue. En ce qui concerne les dépenses de l'État, les finances publiques connaissent un déficit structurel qui est devenu presque systémique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça signifie que les recettes que l'État collecte pour régler ses problèmes sont inférieures à ses dépenses. Ce déficit a été de l'ordre de 3% pour l'exercice budgétaire 2019-2020. Ça signifie qu'il y a un dépassement. Chaque fois que l'État collecte ses recettes, il lui faut trouver plus de moyens encore pour combler ses dépenses. Mais ce n'est pas que ça. D'autres indicateurs révèlent que les dépenses de l'État sont dans une espèce de difficulté systémique. C'est notamment le cas de dépenses courantes, qui englobent à elles seules près de 98% de recettes courantes. Je vais être plus simple. Lorsque les impôts sont collectés et que l'argent est logé dans une banque, cet argent est destiné directement aux dépenses courantes de l'État, ça veut dire à l'achat de papier, des ordinateurs, des carburants, et rien n'est fait pour l'investissement. On peut encore aller plus loin dans un autre indicateur, c'est que les dépenses contraignantes que l'État est obligé d'effectuer sont dans l'ordre plus ou moins de 90 à 95%. Donc l'État est contraint de dépenser de cette manière-là, sans penser à l'investissement ou aux générations futures. Un autre indicateur, toujours dans le cas de dépenses, c'est que l'année passée, où il y a plus ou moins l'exercice budgétaire 2019-2020, l'État a dépensé à 69% de ses recettes pour les dépenses de rémunération. Donc tout ce que l'État collecte, les 3/4 sont destinés à payer le gens. Dans ces conditions, vous pouvez comprendre que les dépenses de l'État sont structurellement déficitaires. Enfin, je veux dire, le budget de l'État est structurellement déficitaire du point de vue dépenses et qu'il faut davantage de moyens pour que l'État puisse faire face à ses obligations. Monsieur Mahabé, parlons un peu de la dette publique. Mais avant de parler de la dette publique, on peut encore aller dans la qualité de nos dépenses. Ça veut dire que il est important que l'État aujourd'hui puisse comprendre que ces dépenses sont structurellement orientées vers la consommation, vers je vais dire, des dépenses éphémères et moins pour l'investissement. Mais pour revenir à la dette de l'État aujourd'hui est faible. Ça veut dire que lorsqu'on prend les ratios, les indicateurs habituels d'évaluation d'une dette, la RDC est sous-endettée. Ce n'est ni une qualité ni un défaut, mais c'est comme ça. Mais ce sous-endettement peut être un bonheur ou un malheur, selon ce que l'on en fera, c'est l'usage qu'on pourra en faire. Mais tout ce que l'on peut dire, c'est que depuis quelque temps, on enregistre un retour à un endettement. De plus en plus du fait de la gratuité de l'enseignement qui nous a obligés d'aller vers le FMI et la Banque mondiale, mais aussi pour certaines dépenses d'investissement, d'infrastructures. La dette de l'État aujourd'hui doit tenir compte de quelques facteurs. Donc si l'État veut s'endetter aujourd'hui, il doit tenir compte de quelques facteurs. Ces facteurs sont notamment le taux de croissance. Et comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes en phase de récession. Un taux de croissance récessif, qui est négatif, nous oblige à ne pas nous endetter. Donc l'État doit faire attention pour ne pas s'endetter. Il faut tenir compte aussi du taux d'inflation. Il faut tenir compte du coût de l'emprunt de l'argent public. Parce qu'en réalité, l'État n'emprunte pas de la même manière que les privés. Et surtout dans un État qui n'est pas aussi crédible sur le marché financier que le nôtre. Il faut tenir compte de la capacité de remboursement. Il faut tenir compte du solde primaire de l'État, ça veut dire de ses recettes, la différence entre ses recettes et ses dépenses. Donc, pris globalement, l'État congolais est sous-endetté, mais il doit faire un effort de respecter certains indicateurs lorsqu'il contracte des dettes, des engagements financiers. J'ai rappelé ici que pour s'endetter de manière soutenable, l'État doit tenir compte du taux de croissance. Or, notre taux de croissance est négatif. Il doit tenir compte du taux d'inflation. Il doit tenir compte du coût de l'emprunt de la dette publique sur le marché financier. Il doit tenir compte du solde primaire. Ça veut dire de la différence entre recettes et dépenses. Et on l'a dit tout à l'heure, le budget de l'État est de manière structurelle déficitaire. Donc tous ces indicateurs n'autorisent pas aujourd'hui l'État à aller encore s'engager davantage. Il va falloir faire attention, malgré notre ratio dette par rapport au PIB relativement faible par rapport à la moyenne sous-régionale et même la moyenne africaine. Votre diagnostic est assez sombre quand même. Moi, j'aimerais savoir quelle pourrait être la solution pour pouvoir redynamiser la gestion des finances publiques en RDC.
Très bien, madame. Aujourd'hui, la RDC s'est dotée, depuis même 10 ans, d'un cadre légal, d'une loi relative aux finances publiques, qu'on appelle dans le jargon la LOFIP. Cette loi constitue un nouveau contrat social. Elle constitue une nouvelle constitution financière de l'État en ce qu'elle permet aujourd'hui de redynamiser la gestion des finances publiques, d'assurer l'efficacité, l'efficience, la transparence des deniers de l'État. Et il va falloir que, de manière substantielle, l'ensemble des décideurs, des acteurs dans la gestion des finances publiques puissent décider de la mise en œuvre intégrale de la LOFIP, la loi relative aux finances publiques. En sorte que nous puissions en faire une expérience, parce que depuis lors, l'expérience n'a pas encore été faite. La loi prévoyait une mise en œuvre partielle ou progressive jusqu'à ce jour. Ce qu'elle recommandait n'est pas respecté. Il me semble que pour pouvoir faire face, pour résoudre le problème de la crise des finances publiques, nous devons commencer l'expérience de cette loi. La République démocratique du Congo a toujours adopté des textes, et ce, dans tous les domaines. Mais là, vous semblez attribuer plus de vertu à la loi relative aux finances publiques que vous avez appelée, qu'on appelle l'OFIP, c'est ça? Dont vous déplorez d'ailleurs le retard dans la mise en œuvre. Mais que peut-on attendre de révolutionnaire de cette loi? Pensez-vous que la mise en application de cette loi, elle seule, pourrait résoudre finalement tous les problèmes que vous avez évoqués? Mais, belle question, madame. Le problème n'est pas la loi, le texte que nous adoptons, mais c'est plutôt le respect de ce texte. Cette loi est révolutionnaire à plus d'un titre. Elle rompt avec l'ancienne culture de la loi financière que nous avions sur au moins 4 axes. Je vais les énumérer tous. D'abord, le premier axe, c'est l'élaboration de cette loi. Lorsque la loi est élaborée, le gouvernement a l'obligation d'orienter les crédits budgétaires dans ce que l'on appelle les programmes et les actions. Ça signifie des politiques publiques déclinées de manière transversale. Ce qui diffère avec ce que nous faisions depuis longtemps, parce que là, à l'époque de la loi financière, qui était de 1983, les crédits budgétaires étaient alignés selon une logique de moyens, pas des résultats. Mais désormais, l'élaboration de la loi financière, la loi des finances plutôt, ou le budget, doit se faire selon une logique des résultats assortis des indicateurs de performance. Et d'ailleurs, souvent, quand le président de la République ou le Premier ministre récemment évoquait l'obligation des gestionnaires de présenter des résultats, en réalité, il nous rappelle que c'est que la loi dit déjà. Deuxième axe que la loi innove, deuxième axe dans lequel cette loi se révèle innovante, c'est l'adoption. L'adoption de la loi doit se faire par l'évaluation des crédits budgétaires de manière intégrale. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que la loi financière que nous avions avant la LOFIP distinguait les services votés et les mesures nouvelles. Les services votés, ça veut dire que ce qui était fait l'année passée peut être reconduit cette année. Mais désormais, lorsque le Parlement reçoit les projets de loi de finances, il examine, il évalue chaque coût d'un crédit. En sorte qu'il est obligé de demander des explications au gouvernement lorsque certains projets sont surévalués. Troisième axe d'innovation majeure de cette loi, c'est l'exécution. Vous savez, dans ce pays, nous nous plaignons souvent des dépassements budgétaires, tel service a dépassé, ainsi de suite. Mais la loi relative aux finances publiques, notre LOFIP, instaure des règles budgétaires. En d'autres termes, il soumet les dépenses et les recettes à certains principes, à certaines limitations. Par exemple, il est interdit au gouvernement de recourir aux avances de la Banque centrale. Il est demandé, par exemple, au gouvernement de ne prendre des engagements financiers auprès des institutions financières qu'en respectant sa soutenabilité, ça veut dire sa capacité à rembourser la dette. Donc, ce sont des règles budgétaires que la loi instaure dans l'exécution de finances publiques. Et quatrième axe qui instaure, qui consacre l'innovation majeure de la loi, c'est le contrôle. La loi relative aux finances publiques donne aux comptables publics beaucoup de pouvoir. En sorte que lorsqu'un ordonnateur veut dépenser de l'argent et que les comptables opposent son visa, son refus, il ne peut pas dépenser. Il ne peut pas dépenser. De même, la Cour des comptes se voit renforcée dans son rôle de juridiction supérieure de contrôle des finances publiques. Vous voyez là que sur ces 4 axes au moins, il y a des innovations majeures qui peuvent nous aider à rationaliser la gestion de nos finances publiques. Il va falloir qu'on essaye de faire en sorte que cette loi soit mise en œuvre. D'abord sur le budget programme, sur les réseaux de comptables publics et
comme je le dis, sur les règles budgétaires qui vont nous obliger désormais à avoir une trajectoire des finances publiques vérifiable en tenant compte des indicateurs macroéconomiques qui doivent guider les engagements financiers de l'État. Donc voilà grosso modo ces innovations, d'autres pays ont expérimenté, on ne voit pas pourquoi nous on ne le ferait pas. Des pays africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest, de la zone UEMOA, ont expérimenté le même mécanisme similaire à la loi relative aux finances publiques et avec des résultats beaucoup plus positifs. Donc nous devons aussi expérimenter cela. Jusque-là, vous avez abordé la question sous un angle très technique. Vous avez mis un accent particulier sur la qualité de la dépense, sur la transparence de la transformation du système financier public congolais. Mais qu'est-ce qui doit être entrepris réellement pour lever davantage des moyens financiers et permettre finalement à l'État de faire face aux multiples besoins de la population? Très bien, encore une question intéressante. C'est vrai que jusque-là, nous avons abordé le versant dépenses, rationalisation de la dépense de l'État et même élaboration de la loi des finances. Maintenant, la question que vous me posez m'invite à répondre en ce qui concerne le versant recettes. Comment faire pour que l'État soit doté davantage de moyens? Beaucoup d'études ont été effectuées sur cette question, beaucoup de rapports ont été produits en ce qui concerne la capacité de l'État à lever plus de moyens qui lui permettront de faire face à ces problèmes. Mais le plus grand problème peut se résumer à juste augmenter les potentiels fiscaux de l'État. Dans des termes techniques encore de jargon, on dit élargir l'espace budgétaire de l'État. C'est par là que ce que j'entends. Aujourd'hui, l'État fait face à plusieurs distorsions dans son système fiscal. Ces distorsions sont dues notamment aux écarts fiscaux. Encore un terme technique, mais ça signifie tout simplement que l'État accorde beaucoup d'avantages préférentiels, beaucoup de dérogations à des personnes qui ne payent pas des impôts, qui le payent moins, alors qu'il devait en principe être rigoureux en ce qui concerne la collecte des recettes publiques. Bien entendu, mais ça s'appelle des écarts fiscaux. On peut parler aussi des coulages de recettes. Ça veut dire que les administrations fiscales ou même parafiscales, comme certains individus, essayent de se soustraire aux obligations fiscales, soit par l'évasion fiscale, par la fraude, mais par la corruption. On peut également évoquer l'identification même des redevables de l'État. Aujourd'hui, il faut saluer la mesure qui est plus administrative, mais qui va avoir un impact sur la gestion des finances publiques, c'est l'identification de la population. Cela nous permettra évidemment de recenser les foyers fiscaux, les ressorts fiscaux, en sorte que l'État puisse savoir qui doit quoi au trésor public. Donc d'une manière générale, les défis aujourd'hui consistent à augmenter les potentiels fiscaux de l'État, ou à les réaliser, si vous voulez, c'est le terme exact. Il faut réaliser ces potentiels fiscaux parce qu'il y a beaucoup de moins perçus, il y a beaucoup de moins value dans la collecte des recettes publiques. Et pour que nous puissions y parvenir, il va falloir que le leadership au niveau de l'État soit de qualité et que la bonne gouvernance soit au rendez-vous. Tout ceci ne sera que de vieux pieux, qu'un vœu pieux si la mesure recommandée, la loi adoptée, n'est pas suivi par une qualité dans la gestion de la chose publique. Parlons un peu de votre livre, Droit et économie des finances publiques en République démocratique du Congo. Il vient de paraître aux éditions L'Harmattan Paris. Quelle est sa particularité? Qu'est-ce qu'il apporte de différent en comparaison de ce qui a été écrit sur le sujet? Le livre Droit et économie des finances publiques en République démocratique du Congo c'est un livre qui a beaucoup d'années de recherche derrière, environ 10 ans. Et il est rédigé selon une approche pluridisciplinaire, c'est la grande particularité. Pluridisciplinaire, d'ailleurs à l'image de ma propre formation qui est pluridisciplinaire. Donc il y a une approche juridique qui est basée sur l'examen de textes des lois. Une approche politologique, si vous voulez, qui est basée sur l'interaction des acteurs, au-delà de ce que la loi dit. Et une approche économique avec l'analyse de l'incidence de chaque décision budgétaire par rapport à l'économie et même aux agences économiques. Donc c'est une dimension interdisciplinaire et pluridisciplinaire qui est généralement absente dans d'autres manuels de finances publiques, mais qui, dans celui-ci, apporte un éclairage tout à fait nouveau et une contribution, à mon modeste point de vue, assez notable à la science des finances publiques. Monsieur Mahabé, pour finir, qu'est-ce que vous pourrez nous dire pour conclure cette tribune?
Ce que je pourrais dire, c'est que, quelle que soit la complexité de la discipline des finances publiques, il faut que nous retenions une chose, les finances publiques sont au cœur de l'État. Grâce à elles, l'État est né. L'État moderne ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas les finances publiques. Et partant de ces postulats, il va falloir que le gouvernement comprenne, l'État congolais comprenne, ses acteurs y compris, que sans une bonne gestion des finances publiques, ce sont des révolutions qui vont se produire. Parce que, qu'on se rappelle l'histoire de grandes démocraties, elles ont connu des révolutions engendrées par la déliquescence de l'état des finances publiques. Il faut qu'un leadership de qualité, que la bonne gouvernance encadre la gestion des finances publiques. Tel sera mon dernier mot. Merci beaucoup, Monsieur Mahabé. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Nous espérons vous recevoir prochainement pour discuter de sujets encore plus intéressants. Je retiens de cette émission que l'assainissement des finances publiques est nécessaire pour réaliser le rêve d'un Congo uni, fort et prospère. Je dis merci aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis et je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater du Parlement populaire, pour connaître la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Merci et à bientôt.